Merci. Donc, dans les comédies d'Aristophane, donc un dramaturge comique du 5e siècle avant notre ère, la violence physique, il me semble, est un élément important dans presque toutes les interactions entre les personnages, dans un moment qui cherche à susciter le rire. Elle contribue à façonner le héros comique et ses relations avec les autres personnages. Elle se retrouve dans toutes les parties de la comédie et offre une grande variété de situations. Donc, en constatant la présence quasi constante de la violence physique, cette conférence se propose d'examiner l'utilisation de la violence physique dans la mise en scène elle-même. Le dramaturge l'utilise-t-il pour une fonction scénique spécifique ? Je voudrais montrer que la violence physique n'est pas seulement évidente dès le début de la pièce et immédiatement perceptible par le public, mais qu'elle est un moyen pour le dramaturge de construire ses pièces et de les mettre en scène. Donc pour ce faire, et il y a beaucoup de texte sur cette diapo, mais ce sera la seule aussi chargée, pour ce faire, je voudrais me concentrer sur 5 pièces du corpus d'Aristophane, sachant que les pièces que nous avons conservées sont au nombre de 11. Donc c'est à peu près la moitié de son corpus. Donc je me concentrerai sur la pièce Les Nuées, dans laquelle un père est endetté à cause de son fils qui dépense tout son argent, ainsi que sur Les Cavaliers, une pièce dans laquelle 2 esclaves se plaignent d'un troisième, le Paphlagonien, qui les fait régulièrement battre. Donc ce sera les deux pièces principales mobilisées, et j'utiliserai aussi des exemples des 3 pièces suivantes. Les Guêpes, une pièce qui voit aussi un conflit père-fils, puisque Bdélicléon tente de soigner son père Philocléon de sa folie des tribunaux. La Paix, dans laquelle le héros comique Trigué va sur l'Olympe pour négocier le retour de la paix et la fin de la guerre avec les dieux. Et enfin, Les Oiseaux, où 2 citoyens quittent Athènes pour aller fonder une nouvelle ville chez les oiseaux. Je suivrai pour cela un plan assez simple, puisque je m'interrogerai d'abord sur la place de la violence physique dans l'action dramatique, dans sa création et dans son déroulement. Puis je verrai la violence physique dans l'espace théâtral qui motive certains déplacements des personnages, pour finir par un focus sur certains personnages pour qui la seule raison d'exister est liée à la violence physique sur scène. Dans un premier temps, donc, l'action dramatique. Tous les prologues des 11 pièces d'Aristophane traitent d'une façon ou d'une autre de violence physique, qu'elle soit évoquée, mimée ou mise en scène. Elle peut être donc évoquée quand le personnage arrive, il évoque une violence antérieure au temps comique et généralement cela lui provoque une souffrance. Elle peut être aussi mimée, alors évidemment on n'a pas de témoignage des représentations elles-mêmes, mais en analysant le texte, on peut voir certains passages dans lesquels il y a sans doute un geste qui mime la violence physique, qui n'aboutit pas. Et la troisième forme de violence, la plus évidente, c'est la violence mise en scène dans les prologues. Donc, ayant constaté cela, ayant constaté la présence de la violence physique dans les 11 prologues d'Aristophane, je pousse l'observation plus loin pour montrer que la violence physique n'est pas seulement présente dès le début de la comédie, mais qu'elle permet à l'action dramatique de se créer et de progresser. Le prologue, et je cite ici Ireland dans son article de 2010, donc, le prologue a pour objectif principal de planter le décor de l'action à venir, de présenter les personnages et d'établir la situation sur laquelle se fonde l'intrigue. Les prologues d'Aristophane peuvent être classés en 3 catégories, si on les considère à travers le prisme de la relation entre la violence physique et de la situation sur laquelle se fonde l'intrigue, donc le problème comique initial. En premier lieu, nous avons des prologues qui présentent une violence physique qui découle du problème initial, donc il y a un problème violent au début de la comédie et les personnages vont tenter de le résoudre. On a aussi des prologues qui montrent un problème initial et des tentatives de résolution qui créent la violence physique. Et on a des prologues, troisième catégorie, qui combinent les deux. Donc il y a de la violence dans le problème initial et la tentative de résolution provoque aussi de la violence. Je vais m'appuyer ici sur 2 exemples, les nuées et les cavaliers. Ces 2 prologues font partie de la première catégorie des prologues, c'est-à-dire que le problème initial comporte une violence que les personnages vont essayer de résoudre et qui va créer l'intrigue comique. Dans les cavaliers, on a une forme de violence puisque les 2 esclaves, Démosthène et Nicias, entrent en scène au tout début de la comédie en se plaignant des coups qu'ils viennent de recevoir de la part d'un 3e esclave, le Paphlagonien, qui est une représentation sur scène d'un homme politique du temps d'Aristophane nommé Cléon. Et donc, ils entrent sur scène en se plaignant des coups qu'ils ont reçus. Donc la violence est immédiatement perceptible dans les 5 premiers vers de la comédie que je vous ai mis ici sur la présentation. C'est l'esclave Démosthène qui entre immédiatement en se plaignant.
Donc je vais uniquement lire le français, les traductions sont personnelles. Donc Démosthène. Hélas, quel malheur, hélas, que ce Paphlagonien, acheté récemment avec ses projets, soit confondu par les dieux. Depuis qu'il s'est glissé dans la maison, il ne cesse de rouer de coups les serviteurs. La violence est immédiatement perceptible par les spectateurs puisque Démosthène entre en scène en l'ayant juste reçue et la verbalise pour le public. C'est à peu près la même dynamique pour les nuées, à l'exception, avec la différence que Strepsiade est en train de vivre la violence sous les yeux des spectateurs. Donc, dans les nuées, je vous l'ai dit, c'est un père qui est criblé de dettes à cause de son fils qui dépense tout son argent. Le prologue s'ouvre, Strepsiade, donc le père, et Philippide, le fils, sont tous les deux endormis dans leur lit sous les yeux des spectateurs. Philippide est endormi, Strepsiade, par contre, est couché et ne trouve pas le sommeil. Il se tourne et se retourne sur son lit et se plaint de ce qu'il est mordu par les dettes, au vers 12-13, et que quelques démarquent le mort. Donc, ce qu'il exprime ici, c'est une violence métaphorique. Les créanciers, les démarques ne sont pas sur scène pour le faire souffrir, mais la présentation, la situation de ce prologue présente Strepsiade en train de se tourner et se retourner sur son lit, et le public, la première interprétation du public, c'est qu'il est mordu par quelque chose de très effectif, ce sont des punaises de lit. Le vers 37, quelques démarques me mordent, donc en grec, Daknaïmé tis démarkos, propose un jeu sur cette interprétation qui a été montré par Charalampos Orphanos, puisque l'expression Daknaïmé tis, en voyant un vieillard se retourner sur le lit, on attend la chute, on attend les punaises de lit, mais ce sont les démarques qui arrivent. Et donc on a ici un jeu entre la violence réelle, physique, vécue sans doute par les spectateurs des punaises de lit, et la violence métaphorique, mais qui va s'avérer réelle si Strepsiade ne la résout pas, des créanciers qui lui causent des soucis. Donc ici, comme pour le prologue des cavaliers, on a une médiation nécessaire du héros comique. Alors, les esclaves ne sont pas les héros comiques, mais plutôt des premiers personnages à entrer en scène. On a une médiation nécessaire de la situation pour montrer la violence physique, qui n'est pas visible nécessairement pour les spectateurs, soit parce qu'elle est hors scène, soit parce que dans le cas de Strepsiade, les créanciers sont aussi hors scène, mais les punaises sont trop petites pour être vues par les spectateurs. Et donc, la victime doit expliquer ce qui est en train de se produire, mettre l'accent sur la violence qu'il reçoit et la souffrance que cela engendre pour que le public l'aperçoive. Cette médiation permet aux victimes d'offrir au public une explication qui n'est pas contredite par l'auteur de la violence. L'auteur, dans les deux cas de la violence, est absent de l'espace scénique, bien que les créanciers soient représentés par des punaises dans les nuées. Et cela permet à la victime d'emporter l'adhésion de ceux qui entendent l'explication dès les premières répliques de la comédie, ou en tout cas de se présenter sous un jour positif pour le spectateur. Dans ces deux cas, donc, la violence physique est à l'origine de l'action comique. Mais son rôle dans la comédie ne s'arrête pas là, puisque c'est en cherchant à la résoudre que l'action comique va se dérouler. La violence physique est donc un élément moteur dans le déroulement de l'action comique elle-même, et non pas seulement présente en préambule. Donc je conserve ici les deux exemples choisis précédemment, les cavaliers et les nuées. Et puisqu'on peut y voir la violence physique comme un moteur de l'action comique, parce que son influence est constante. Dans les cavaliers, toute l'action comique vise à un renversement total de la dynamique de violence physique au sein d'un système identifié. Les deux esclaves mentionnés précédemment, donc Démosthène et Nicias, cherchent à convaincre leur maître, Démos, donc le peuple, de ne plus écouter l'esclave paphlagonien qui les fait battre trop souvent. C'est ce qui est exprimé dès les premiers vers de la comédie. Ils vont chercher une aide dans le personnage qui devient le héros comique, le marchand de saucisses, et la dynamique de la violence physique entre les victimes, donc les esclaves, les auteurs, le paphlagonien, change dans les cavaliers et s'inverse à la fin de la comédie, puisque le paphlagonien est puni et exilé. Dans les nuées, on voit aussi une violence physique qui fait progresser la pièce et qui montre la nécessité de s'y adapter puisqu'elle est en constante évolution. Strepsiade, en effet, donc, est sujet à une forme de souffrance physique à cause des dettes que son fils crée et va chercher une solution. La première solution qu'il trouve, c'est d'aller auprès de Socrate dans le pensoir pour apprendre le raisonnement. Alors,
deux types de raisonnement existent, le raisonnement juste et le raisonnement injuste, et il va chercher à apprendre surtout le raisonnement injuste pour pouvoir embobiner ses créanciers. Il cherche d'abord à y envoyer son fils, mais celui-ci refuse. C'est donc le vieillard qui y va, qui s'avère être complètement inepte et incapable d'apprendre, et qui en éprouve une souffrance physique. On le voit dans le pensoir souffrir des enseignements des sophistes. Il en ressort, il réussit à convaincre son fils de s'y rendre à sa place, cette fois-ci, et avec l'aide de son fils, Strepsiade finit par réussir à repousser les créanciers qui arrivent dans l'espace scénique, on le verra dans un troisième temps, mais donc les créanciers arrivent dans l'espace scénique, et Strepsiade les repousse en utilisant le raisonnement injuste, certes, avec l'aide de son fils, mais aussi et surtout la violence physique. Il leur donne des coups pour les faire fuir. Néanmoins, ces problèmes ne s'arrêtent pas ici, donc le problème initial de la comédie a été résolu, mais son fils, maintenant armé du raisonnement injuste, réussit à prouver à son père qu'il est juste de frapper ses parents, et ce faisant, il se met à frapper son père. Donc on a un nouveau problème qui est créé dans la comédie, en raison de la violence physique, une violence physique qui a changé, ce ne sont plus les créanciers qui tourmentent Strepsiade, cette fois-ci la violence physique est bien visible par les spectateurs et ils n'ont pas besoin que Strepsiade leur explique puisqu'ils voient le vieillard se faire frapper par son fils. Strepsiade échoue à convaincre Phidippide de ne pas le frapper. Phidippide sort de scène et pour résoudre cette violence physique, Strepsiade rentre dans la surenchère et va brûler la maison des sophistes. C'est le dénouement de la comédie dénuée, avec une surenchère de la violence constante qui fait avancer l'intrigue et qui, pour partie, la résout. Puisque, à la fin des nuées, donc la version réécrite par Aristophane, on sait que ce n'est pas la version qui a été représentée à l'époque, mais nous avons conservé la version réécrite. À la fin des nuées, Strepsiade se rend sur le pensoir et met le feu à la maison, et le public entend et voit sans doute partiellement les sophistes s'agiter à l'intérieur de la maison et se lamenter. Strepsiade, donc, oscille tout au long de l'action comique et cherche sa place et son véritable antagoniste pour se défendre contre lui. Au début, ce sont les créanciers et il cherche à résoudre ce problème, mais ce faisant, il crée une violence physique encore pire pour lui puisque son fils le bat. Son deuxième adversaire, Phidippide, quitte la scène sans que Strepsiade ait réussi à le vaincre et donc il s'en prend à ce qu'il identifie comme le vrai problème, le troisième adversaire, les sophistes et Socrate, responsable de la corruption de son fils. Son attitude et sa maîtrise de la violence physique n'est déterminée qu'à partir du moment où il a identifié son véritable ennemi dans sa comédie et qu'il trouve contre qui exercer la violence physique pour résoudre l'action. La fin des nuées donc présente une scène de violence physique d'une rare intensité, mais la violence physique est moins systématiquement présente à la fin qu'au début des comédies. Dans les 11 pièces de notre corpus, je vous l'ai dit en début de présentation, nous avons une forme de violence physique, mimée, mise en scène ou mentionnée, dans tous les prologues. Néanmoins, seules 6 pièces sont concernées par la violence physique mentionnée, mimée ou mise en scène au moment de la résolution de la comédie. Et 2 types de dénouements semblent se détacher de ces 6 comédies. Les dénouements qui résolvent définitivement l'action comique par l'exercice d'une forme de violence physique. Donc dans les nuées, Strepsiade brûle le pensoir et il n'y a pas l'espace scénique brûle effectivement, il n'y a pas d'ouverture sur la suite. Alors que dans les cavaliers, on a un deuxième type de dénouement, un dénouement où la violence physique semble ouvrir sur un autre temps, dans l'espace extrascénique après l'action comique. Donc, le dénouement des cavaliers fait partie de cette deuxième catégorie, en donnant au public le sentiment que l'action comique ne se termine pas au même moment que la représentation, mais que les personnages continueront à évoluer en dehors de l'espace scénique, et après le moment de la comédie, puisque le Paphlagonien est puni et exilé, et qu'il va aller prendre la place du héros comique, la place que le héros comique avait avant la comédie, c'est-à-dire qu'il va aller aux portes de la cité, se bagarrer avec les garçons de bain et vendre des saucisses. Donc on a une ouverture sur le temps après le moment de la comédie. La violence physique détermine ou non cette ouverture. Avec Strepsiade, il brûle effectivement l'espace scénique et donc il n'y a pas d'ouverture sur la suite possible. Tandis que pour les cavaliers, la violence physique va se continuer après le dénouement comique et on comprend que le temps comique va continuer après le moment de la représentation.
La violence physique joue donc un rôle important dans la construction de l'action comique et témoigne de l'attention portée par le dramaturge à cette évolution. En parallèle, on a aussi, tout au long de l'évolution de l'action comique, une construction de l'espace comique qui se construit donc tout au long de la représentation. Et là, on voit que la violence physique participe de cette construction de l'espace comique. Elle permet et contrôle les mouvements des personnages ou du cœur, elle donne du sens à l'espace et elle permet de maîtriser les déplacements des personnages. Je vais me concentrer sur un déplacement spécifique qui est l'usage de l'axe vertical dans la comédie, en me concentrant sur 3 extraits. Donc, puisque dans trois passages de notre corpus, la violence physique est raison ou moteur du déplacement du héros comique en suivant l'axe vertical, permis par le toit de la skénée, voilà, par le toit de la skénée, ou par l'usage de la mécanée, donc une sorte de grue pour faire monter ou descendre les personnages sur ce toit de la skénée. On la voit ici aussi sur le schéma. Par 2 fois, nous avons un héros comique qui se rend sur le toit de la skénée pour régler les problèmes créés par la violence physique. Si je reviens très rapidement sur ces 5 pièces que j'utilise, dans La Paix, c'est tout l'enjeu de l'intrigue. Tréguier va sur l'Olympe pour négocier le retour de la paix et la fin de la guerre. L'Olympe, dans la comédie dans La Paix, se situe sur le toit de la skénée. Donc, dans le prologue de La Paix, on y voit Tréguier, on y voit d'abord 2 esclaves, puis Tréguier, qui va monter sur un bousier, figuré par la mécanée, pour se rendre sur le toit de la skénée, sur l'Olympe, pour aller négocier le retour de la paix et la fin de la guerre. De même, dans Les Nuées, Strepsiade monte sur la skénée, c'est le passage de l'incendie du pensoir que je viens d'évoquer. Strepsiade monte sur la skénée, sur son toit, pour mettre le feu au pensoir et pour résoudre la violence physique qui s'exerce contre lui. Dans les 2 cas, donc, le héros comique se hisse sur le toit pour régler ses problèmes de violence. Dans le cas de Tréguier, il s'y rend sans savoir ce qu'il va trouver sur l'Olympe, car il n'a pas encore conscience que la paix, la déesse de la paix, a été enfermée par les dieux et que c'est Polémos, le dieu de la guerre, qui a pris sa place. Néanmoins, il cherche à résoudre son problème initial et le début de la comédie le fait de façon remarquable en mobilisant justement cet axe vertical au moyen de la mécanée. Il y a dans l'acte de Tréguier une forme de transgression puisqu'il se rend dans le monde des dieux, il quitte le monde humain. Une transgression qu'on retrouve dans l'acte de Strepsiade à la fin des Nuées, qui va réaliser un acte de violence absolue dans l'espace scénique. Néanmoins, Tréguier et Strepsiade, les actions de Tréguier et Strepsiade ont des conséquences différentes, puisque Tréguier va permettre le retour de la paix en appelant sur scène les cités grecques qui constituent le cœur de la paix, et donc va permettre de créer un nouvel espace, de recréer un espace commun pour toutes les cités grecques, jusqu'ici déchirées par la guerre, et il reconstruit en fait une sociabilité grecque dans son action pour libérer la paix. A l'inverse, l'action de Strepsiade détruit, au lieu de créer, il détruit l'espace sans en créer de nouveau, sous l'impulsion de la violence physique, en détruisant la maison des sophistes sans proposer de remplacement. Les 2 héros sont mus par une violence physique qui émane du problème initial, plus ou moins éloignée au moment de l'ascension, puisque dans La Paix, c'est au tout début, dans le prologue, alors que dans Les Nuées, c'est pour le dénouement. Mais dans les 2 cas, c'est la violence physique, en réaction à leurs problèmes comiques, qui justifie leur usage de l'axe vertical dans l'espace scénique. Cet usage, cependant, ne résulte pas de la même intention, puisque Tréguier part du bas pour se rendre en haut et être au même niveau que ceux qu'il souhaite consulter et auxquels il veut se confronter dans un second temps, puisqu'il va devoir ramener la paix. Là où Tréguier se sert de l'axe vertical pour se mettre au même niveau que ceux qu'il veut aller voir, Strepsiade utilise l'axe vertical pour se situer au-dessus de ceux qu'il va affronter, se hisser au-dessus de ses antagonistes et les dominer physiquement. Il a l'ascendant dans cette lutte, puisqu'il donne des ordres à son esclave et répond ironiquement aux questions des sophistes, mais il a aussi l'ascendant par sa maîtrise de l'espace scénique, puisqu'il maîtrise l'espace vertical, il se hisse sur la skénée pour brûler les sophistes qui, eux, sont coincés à l'intérieur de la maison, et il a aussi l'ascendant par son usage des axes intérieur-extérieur. Il est à l'extérieur, il est visible par le public, tandis que les sophistes sont, comme je le disais, à l'intérieur de la skénée et le public a une visibilité partielle sur ce qu'il s'y passe. Les sophistes donc sont pris à l'intérieur des murs, tandis que Strepsiade est libre de ses mouvements à l'extérieur de la skénée.
Ils sont dans la maison, tandis que le vieillard est sur le toit, c'est-à-dire spatialement au-dessus d'eux. Donc dans ces deux cas, nous avons une ascension du héros comique pour aller résoudre la violence physique. Strepsiade crée une nouvelle forme de violence physique, mais il cherche à résoudre la violence qu'il a éprouvée de la part de son fils. Tryggve, lui, ne crée pas nécessairement de nouvelle violence physique et va juste mettre un terme à la violence de la guerre. Nous avons un troisième extrait en considération ici, qui se situe dans les Guêpes. Les Guêpes, c'est la deuxième pièce d'Aristophane qui parle d'un conflit père-fils, mais cette fois-ci, le fils n'est pas forcément antagoniste de son père à proprement parler, puisqu'il va essayer en fait de l'aider en soignant sa folie des tribunaux. Et le problème comique vient du refus de Philocléon, donc le père, de se laisser soigner. Pour essayer de soigner son père, Délicléon a tenté plusieurs stratagèmes en amont de la comédie. On apprend dans le prologue qu'il les a tentés de force, puisque son père était récalcitrant, et que sa dernière idée en date, c'est d'enfermer son père chez lui et l'empêcher de sortir. Donc on voit l'Askénée entourée d'un filet, on voit deux esclaves postés aux portes, et on entend Philocléon qui, dans le prologue, tente de trouver des moyens de sortir de cet enfermement involontaire. Dans notre extrait en particulier, Philocléon tente de se laisser glisser le long de l'Askénée à l'aide d'une corde pour fuir l'assignation à résidence imposée par son fils. Il se fait prendre en flagrant délit et Délicléon donne l'ordre à ses esclaves de monter le long de l'échelle pour le frapper à coups de branche et le forcer à remonter. Le héros comique cherche ici à échapper à un espace liminaire par le biais du toit en utilisant cet axe vertical dans le sens inverse. Il ne s'élève pas pour répondre à une violence physique, mais il veut rejoindre l'espace scénique et fuir la violence physique. Alors, fuir la violence physique de son fils, mais en fait prolonger le problème initial. Cette évasion donc est contrecarrée par l'esclave qui monte pour se mettre à la hauteur de Philocléon et réussir à le frapper. Donc dans les trois cas, mon schéma vaut ce qu'il vaut, mais dans les trois cas, la violence physique en relation avec l'axe vertical révèle une similarité. Les personnages qui tentent de résoudre le problème initial, c'est-à-dire l'esclave de Délicléon, Strepsiade dans les nuées et Tryggve dans la paix, montent le long de l'axe vertical, tandis que le personnage qui tente de perpétuer le problème initial descend le long de cet axe. Le rôle du personnage par rapport à la violence physique motive donc son déplacement, mais aussi le sens du déplacement en rapport avec le toit de l'Askénée. Donc pour résoudre le problème initial, on monte, et pour le prolonger, on descend. Les prologues des comédies donc sont marqués par la violence physique, qui est soit le problème initial, soit le problème découlant des actions visant à résoudre le problème initial. Les mouvements des personnages peuvent également être déterminés par cette violence physique, qui s'exprime ou est sur le point de s'exprimer. Et je vais me demander dans un troisième temps s'il est possible d'aller plus loin et d'affirmer que dans certains cas, la violence physique contribue à créer des personnages. Pour certains personnages, en effet, je pense qu'il est possible d'affirmer que la violence physique est leur seule raison d'être dans l'espace comique. Je ne mentionne pas ici les personnages qui tentent de résoudre la violence, mais ceux qui sont présents sur scène principalement pour souligner les dynamiques violentes de la pièce et les rendre perceptibles aux spectateurs sur scène, même si ces dynamiques peuvent avoir lieu dans l'espace extrascénique sans que le public ne s'en aperçoive. C'est une catégorie que j'ai appelée la catégorie des victimes, assez simplement. Une catégorie qui comprend les personnages qui donc me semblent présents sur scène uniquement pour recevoir des violences physiques, qui se caractérisent par le peu de temps qu'ils passent dans l'espace scénique et par la violence physique qui domine leur apparition. Ces types de personnages, cette catégorie de personnages, arrivent généralement dans la seconde partie de la comédie, depuis l'espace extrascénique. Et donc je vais m'intéresser ici aux créanciers des nuées, que nous avons déjà mentionnés, et aux visiteurs des oiseaux, qui arrivent les uns après les autres dans l'espace scénique. Donc les créanciers des nuées, j'en ai déjà parlé, ce sont les personnages qui sont responsables pour partie des soucis de Strepsiade dans le prologue des nuées, puisque ce sont eux qui réclament le repaiement des dettes de Strepsiade, contractées par son fils. Ils arrivent dans la seconde moitié de la comédie, et Strepsiade, qui est maintenant armé pour partie du raisonnement injuste et surtout de l'aide de son fils, va réussir à les chasser l'un après l'autre, puisqu'ils sont deux, lorsqu'ils arrivent dans l'espace scénique. Pour l'apparition du premier créancier, Strepsiade va surtout essayer de se moquer de lui, et le premier créancier ressort en menaçant des poursuites judiciaires. Le second créancier qui entre ensuite insiste et Strepsiade le frappe, et ce sont ces coups qui vont faire fuir le second créancier. Donc, le passage des créanciers sur scène est
assez limité en temps et il est marqué par la violence physique de Strepsiade, qui est précédée d'une violence verbale puisqu'il se moque et insulte les créanciers. Un système, enfin une dynamique qui se retrouve dans les personnages des oiseaux. Dans les oiseaux, je rappelle brièvement, nous avons deux citoyens, Pistetairos et Evelpides, qui quittent Athènes et qui arrivent dans l'espace scénique pour rejoindre le peuple des oiseaux et fonder une nouvelle cité dans laquelle ils n'auront plus à souffrir comme ils souffrent à Athènes. Donc, après un premier affrontement avec le cœur des oiseaux, ils réussissent à les convaincre, à les rejoindre et à créer la deuxième ville, la ville des oiseaux, qui s'appelle Coucouville-les-Nuées. Ils prennent le pouvoir dans cette nouvelle ville, notamment Pistetairos, qui se détache comme héros comique. On leur donne des ailes. Et après l'instauration de cette ville, arrive sur scène toute une ribambelle de personnages qui vont essayer de tirer profit de l'inauguration d'une nouvelle ville. Une nouvelle ville qui se trouve dans l'espace comique et donc qui ne respecte pas les mêmes règles que celles de l'espace d'Athènes. En premier arrive un diseur d'oracle qui cherche à obtenir des biens matériels, généralement ce qui ressort c'est surtout le sacrifice, il veut une part du sacrifice en l'échange des oracles qu'il va produire. Pistetairos le chasse en le frappant avec un livre d'oracles. Le second, le géomètre Méton, veut mesurer la cité et la diviser, et Pistetairos le chasse en utilisant ses outils de mesure. Arrive ensuite l'inspecteur des impôts et le légiscolporteur, que Pistetairos chasse sur le même mode, avec des coups. Puis le fils parricide, qui a entendu qu'à Coucouville-les-Nuées, il est de bon ton de s'en prendre à son père, et qui voudrait hériter plus rapidement de son père, et donc pense pouvoir trouver solution à son problème à Coucouville-les-Nuées. Enfin, arrive le sycophante qui voudrait utiliser les ailes distribuées par les oiseaux à ceux qui arrivent dans la cité pour faire son travail plus vite, c'est-à-dire voir l'acte qu'il veut dénoncer, se rendre très vite au tribunal pour le dénoncer et ainsi être plus efficace dans son travail. Tous ces personnages connaissent le même sort que les créanciers des nuées, puisqu'ils sont chassés de scène par les coups de Pistetairos. Un seul fait exception, c'est le fils parricide. Ce personnage n'est pas battu ni soumis à la violence physique, mais son déplacement sur scène est néanmoins motivé par son rapport à une forme de violence, puisqu'il a entendu parler des lois de la cité comique qui l'autorisent à battre son père, et il cherche à en profiter. Néanmoins, Pistetairos ne le laisse pas s'en prendre à son père, il ne lui permet pas de réaliser son plan initial, mais il lui propose de lui donner des ailes et de l'envoyer dans l'espace, enfin protéger la cité en fait, l'intégrer à la nouvelle cité et l'envoyer dans l'espace extrascénique pour protéger la cité, pour faire partie des forces militaires de la cité. Donc Pistetairos va utiliser ce désir de violence du fils parricide et va le rediriger vers une autre forme de violence, une forme de violence plus positive, c'est-à-dire la défense de Coucouville-les-Nuées. Ce faisant, il l'envoie dans l'espace extrascénique et le fils parricide sort de scène. La violence physique, donc, joue un rôle essentiel dans le développement et la composition de l'action comique, en contrôlant le début de l'action, en influençant son déroulement, et pour la moitié des pièces de notre corpus, en déterminant la fin. Si toutes les comédies que nous avons concernées commencent par une violence physique liée au problème initial ou en découlant, toutes n'accordent pas la même place à la violence physique dans leur conclusion. Le rapport à la violence physique évolue tout au long de la pièce et construit l'espace scénique et l'espace théâtral dans son ensemble, puisque les mouvements des personnages peuvent être déterminés ou dirigés par cette violence physique, et que la raison d'être de certains personnages est liée à la violence physique. Tout cela montre, à mon avis, que le dramaturge peut effectivement utiliser la violence physique comme moyen de mise en scène, malgré l'apparent paradoxe entre violence physique et rire comique. Je vous remercie pour votre attention.